Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour du placement sous mandat de dépôt du ministre de la Communication Mahamadou Zada à la prison civile de Kolo. L'actualité, c'est aussi la déclaration rendue publique à Niamey le mercredi 20 avril par la coalition de l'opposition nigérienne. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur la certification conformément aux standards de la journalisme Trust Initiative JTI du studio Kalangou de la Fondation Hirondelle au Niger. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir en ligne Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Mokhtar. Maïmouna Diado, journaliste indépendante. Maïmouna Diado, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Abbachari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abbachari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 22 avril par l'incarcération du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. Mahamadou Zada a été placé mardi 19 avril 2022 sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Kolo dans la région de Tillabéri à quelques kilomètres de Niamey. Depuis quelques jours, il était attendu par le parquet puis le juge d'instruction du pôle économique et financier du tribunal de grande instance hors classe de Niamey sur sa gestion à la tête de la société du patrimoine des mines du Niger, Sopamine. Abbachari Arimi, on va commencer avec vous. Depuis mardi, le ministre de la Communication est l'hôte de la maison d'arrêt de Kolo où il a été placé sous mandat de dépôt à la suite de plusieurs heures d'interrogation au niveau du parquet, puis du juge d'instruction du pôle économique et financier du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Est-ce une surprise pour vous, Abbachari Arimi? Évidemment, tous les Nigériens d'ailleurs semblent être surpris, mais... Être surpris pourquoi? Du fait de l'impunité ambiante? De l'impunité ambiante, et surtout là, il s'agit d'un ministre en exercice. En exercice, il est en fonction, ce ministre-là, c'est notre ministre. On est concerné cette fois. Tout à fait. Et donc c'est en cela que je suis, moi, quelque peu surpris, mais je dirais agréablement surpris. Mais seulement agréablement surpris quand les faits seront entièrement établis. Et forcément, le monsieur Zada ne doit pas être seul dans l'affaire. Il y a déjà des gens qui coupissent. Certainement. Et donc, sinon, c'est une très bonne chose. Beaucoup qualifient d'ailleurs cet acte comme étant un fait d'arme du président Bazoum. Beaucoup disent même que ce n'est jamais arrivé. Bon, c'est arrivé. On sait qu'avec l'affaire des suppositions d'enfants, avec l'affaire Meba, des ministres en fonction, et par rapport à des actes qu'ils ont commis étant ministres, n'est-ce pas, ont été amenés à l'Assemblée, qui les a... Voilà, qui a levé leur immunité, et ils ont été enfermés. Mais dans tous les cas, vu tout ce qui s'est dit ces derniers temps par rapport à l'impunité, notamment des personnes qui jouent des rôles d'autorité, des personnes haut placées, comme on dit, donc c'est une bonne chose. Maintenant, tout n'est pas de se féliciter, d'enfermer les gens. Il faut mettre les Nigériens dans leurs droits. C'est-à-dire c'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas, qui semble avoir été détourné. Il y a une seule affaire dans ces 3 milliards, semble-t-il, qui se serait volatilisée comme ça, dans un pays où 65% de la population est en dessous du seuil de la pauvreté. C'est inacceptable.
3 milliards, c'est combien d'écoles? C'est combien de centres de santé? C'est combien de sacs de mil pour la vente à prix modéré ou pour la distribution gratuite pendant une année où on dit que le pays est extrêmement exposé à la famine? On parle de 8 millions de Nigériens qui seraient menacés. Et donc, vraiment, c'est des choses qui ne sauraient se faire passer sous silence. Et c'est comme ça qu'il faut, par contre, agir pour tous les faits établis. Pour tous les faits établis, vraiment, le président, c'est l'un des premiers actes d'éclat dont un président qui vient de s'installer a besoin qu'il vienne de poser. J'espère que les gens iront jusqu'au bout, parce que c'est de cela... Jusqu'au bout, c'est-à-dire fouiller dans d'autres affaires. Faire sortir cet argent, condamner qui il faut condamner, et tout en respectant les règles élémentaires vraiment qui se font. Voilà. Il n'y a pas que ce dossier de la Sopamine. Oh non, mais il y a plein de dossiers. Le dossier le plus populaire, je dirais que c'est le dossier du ministère de la Défense nationale, comme on dit MDM, n'est-ce pas? Mais il y a plein de dossiers. J'ai vu des personnes qui se sont amusées à établir une longue liste d'affaires qui ne font qu'attendre en ce moment. Donc, mais c'est une très bonne chose. La lutte contre la corruption, quand on passe à l'acte, c'est plus concret. Ça motive les citoyens, ça rassure. Ça rassure. Oui, beaucoup sont dans des difficultés et tout, mais ce qui nous a été volé est en train d'être ramené. Ça, c'est extrêmement important. Et que ça n'arrive plus aussi, vraiment que ça va dissuader ceux qui veulent agir. Parce que c'est quoi l'impunité, le problème de l'impunité? Chacun aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent être dans la position de ces personnes-là, n'est-ce pas, qui se sont pour faire comme eux. Vraiment, et on sait, l'argent, si tu ne l'as pas hérité, n'est-ce pas, tu ne fais pas de commerce, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être mieux qu'un fonctionnaire de ta classe. Normalement, c'est comme ça. Mais tu vas voir quelqu'un qui n'a que 400 000 francs de salaire, n'est-ce pas, qui peut même mettre 400 000 francs de carburant. Hein? Mais le reste, il fait avec quoi? Il construit une maison. Pour construire une maison, ce n'est pas un salaire de 500 000 qui va te le permettre. En tout cas, pas au bout de 10 ans. Il faut 20 ans, 30 ans pour construire. Mais il y en a qui te comptent les maisons comme ça, comme si vraiment il s'agit de chèvres. Donc tout ça, c'est vraiment bien qu'on ait les yeux grands ouverts pour qu'on serve d'exemple à ceux qui sont derrière nous. Si la technique sur la ligne est bonne, on va aller trouver Garé. Garé Amadou, bien qu'il bénéficie du privilège de juridiction en sa qualité de ministre, si les faits ne sont pas antérieurs à sa fonction, l'ancien député est proche d'Albade Abouba, président du MPR Yamouria. Mahamadou Zada est écroué à la prison civile de Kolo. Avez-vous d'autres informations au sujet de cette affaire, Garé Amadou? Oui, ce que je sais de cette affaire, c'est que d'abord, je dis, c'est que le fait que le ministre, l'ancien ministre, ou le ministre Zada soit en tout cas mis à la discussion de la justice, c'est la concrétisation en tout cas du discours de l'institut du président de la République où il disait que, en tout cas, personne ne sera protégé ni par sa famille, ni par en tout cas son groupe, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est une chose. Ça, c'est la concrétisation de ce que le président. Mais ce n'est pas le président qui juge les gens. C'est la justice qui juge. Et aujourd'hui, à l'état actuel des choses, il faut que les gens se défendent. Ahmed Dada bénéficie de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que le mandat dépôt ne signifie pas que vous êtes coupable de quelque chose. C'est seul un jugement définitif qui permet de savoir que vous êtes vraiment condamné et que les choses qu'on vous reproche là, vous les avez faites. Oui, mais Garé Amadou, est-ce que c'est un signal fort pour vous? Non, pour moi, c'est un signal. Dans tous les cas, que la personne soit en face de la justice, eh bien, la vérité sortira. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, ce que je sais de cette affaire Sopamine Sonadi, vous savez, je crois que les informations que j'ai, c'est que la Sopamine avait commencé de 2017 à 2019 à faire des dépôts au niveau de Tanadi. Et ce dépôt... Tanadi, c'est une institution de microfinance. Voilà. Et il y avait... ce dépôt-là a été précédé de contrats dûment signés par les deux parties.
Et ce qui est étonnant, c'est que Tanadi a commencé à donner, à verser des intérêts. Vous savez, quand vous faites un dépôt, il y a des intérêts. Elle a versé des intérêts par rapport au dépôt qui a été fait dans un compte lié à la Solibank. Ça, c'est ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À partir de fin 2019, un autre, en tout cas, partenaire de Tanadi a commencé à se plaindre de l'institution. Et le directeur général de la Topamine, qui est Hamazada, sentant que les choses sont en train de se gâter, il se peut que cette, en tout cas, microfinance tombe en faillite, en tout cas, a craint que les fonds de Topamine ne disparaissent. Donc, il a pris des mesures par les de son avocat pour reprendre les fonds avant que la décision ne fasse faillite. Merci beaucoup, Gary Amadou. Revenons au studio avec Maïmouna Diado. L'affaire a fait grand bruit l'année dernière et la justice s'en est saisie malgré une tentative de règlement à l'amiable. Qu'est-ce qui n'a pas finalement marché, Maïmouna Diado? Ce qui n'a pas finalement marché, je pense que Gary vient de le dire à l'instant. C'était juste qu'il y avait une mésentente entre Tanadi et Sopamine. Entre Tanadi ou les responsables en fait, de Tanadi qui pensaient que, parce que en fait ce que moi je sais de cette histoire, c'est qu'il paraît que les 3 milliards n'ont jamais été déposés, retrouvés au niveau donc de Tanadi. Donc c'est juste, peut-être c'était là-bas que l'erreur est partie et ils n'arrivaient pas à s'entendre sur cette situation, parce que si on dit qu'il y a 3 milliards de dépôts et qu'on ne trouve pas les traces de ces 3 milliards de dépôts, donc il faut les partenaires, ceux qui sont en tout cas au niveau donc des responsables de Tanadi, ils ne vont jamais se comprendre sur ça. Et maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que de laisser la justice poursuivre en fait jusqu'au bout, pour pouvoir véritablement donner la preuve si oui ou non il y a eu détournement de ces fonds ou pas, où est-ce que ces fonds ont atterri. Donc je pense qu'avec le temps, on saura plus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Hamazada, c'est seulement une petite goutte dans le fleuve qui vient d'être pêchée. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup d'autres affaires? Il y a beaucoup d'autres affaires qui traînent, qui depuis des années. Moi, je me rappelle, depuis des années, il y a des affaires comme l'affaire Meba et tout, et qui jusqu'à présent n'ont pas eu de dénouement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État du Niger, la population, les Nigériens ont le droit de savoir, de connaître où est-ce que l'argent qu'ils sont en train de collecter, l'argent qu'ils sont en train, en fait, de verser dans les comptes du Niger, et qui doivent revenir au profit de ces populations, où est-ce que cet argent, où se trouve cet argent? Ça veut dire qu'il y a d'autres Nigériens qui prennent le malin plaisir de détourner de l'argent du contribuable sans être inquiétés. Aujourd'hui, comme l'a dit Armi, des milliards, ça peut construire beaucoup de classes, ça peut également aider au niveau donc des centres sanitaires. Aujourd'hui, les populations veulent avoir une idée de ces détournements de ces fonds, parce que tout simplement, ce sont des fonds qui doivent permettre à ce que les Nigériens vivent au moins dans la dignité. Oui, mais est-ce que cette action contre Mahamadou Sada rassure les Nigériens? Bon, je peux ne pas dire rassurer ou ne pas rassurer, mais ce qui est sûr, il y a un travail en amont qui est en train d'être fait. Et c'est déjà bon. Ça veut dire que, comme l'a dit le président, que si tu es mêlé dans une affaire, ne compte pas sur la politique, ne compte pas en tout cas sur ta famille et ni également sur ton parti politique pour te sauver de cette affaire. Aujourd'hui, l'affaire Tanadi, ce n'est pas parce que le ministre est ministre de la communication et ministre de Jamouria qu'il ne peut pas être entendu par le procureur. C'est juste que c'est une affaire qui était là avant même qu'il ne soit ministre. Donc ça l'a rattrapé. Donc moi je pense que le mieux, c'est vraiment d'agir très tôt et d'agir vite, parce qu'il y a beaucoup de délinquants financiers aujourd'hui qui sont là, qui sont derrière leur parti politique, qui sont derrière leur famille, qui se cachent en tout cas, et d'autres ne se cachent même pas. Il ne faut pas se voiler la face, ils sont là avec nous, mais vraiment le mieux c'est d'agir. Et je pense que le président de la République est sur la bonne voie.
il faut frapper, il faut vraiment le boulala qu'on avait entendu de par le passé au moment de l'ancien président Issoufou. Peut-être que c'est maintenant que le boulala est en train d'agir. Souhaitons que ça continue et que justice soit faite. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Dans une déclaration rendue publique mercredi 20 avril à Niamey, la coalition de l'opposition nigérienne dénonce ce qu'elle appelle les tentatives anticonstitutionnelles visant à modifier les textes relatifs aux accords de défense sur le redéploiement de la force Barkhane et Takuba au Niger. Maimouna Diado, que peut-on retenir au sujet de cette déclaration de la coalition de l'opposition nigérienne? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'opposition a dégagé sa position par rapport justement sur le déploiement de Barkhane sur le territoire nigérien. Vous l'avez suivi comme moi, ils ont dit que le gouvernement veut passer par d'autres mécanismes pour pouvoir... Anticonstitutionnels selon eux. Oui, anticonstitutionnels selon l'opposition. Donc, pour pouvoir faire le redéploiement sans le consentement des Nigériens. Donc, pour cette opposition, ce qui n'est pas du tout concevable, c'est une opposition, c'est juste. Elle est en train, en tout cas, de faire la lutte pour que ça soit vraiment renvoyé au niveau de l'Assemblée nationale, même si c'est par un référendum, pour que toutes ces populations puissent au moins décider, parce que le Niger appartient à tout le monde. Ce n'est pas à quelques personnes que le Niger n'appartient pas à quelques personnes, à quelques individus. Donc il faut donner la possibilité à cette population, parce que c'est cette population aujourd'hui qui est meurtrie. Donc donner la possibilité, c'est ce que l'opposition voulait dire. Et ce qui m'a encore surpris, c'est que cette opposition n'a même pas fait cas en fait de cette défection de Kishinkasa. Le départ de Kishinkasa. Pourtant, les Nigériens pensaient que l'opposition allait parler de cette situation de Kishinkasa qui était partie de l'autre côté. Mais l'un dans l'autre, ils ont également parlé de la situation socio-économique du pays. Et c'est très important aussi. Ils ont rappelé le nombre de personnes aujourd'hui, le nombre d'enfants qui ne vont pas à l'école, le nombre de personnes qui aujourd'hui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc tout ceci, ils ont relaté pour montrer qu'aujourd'hui, moi je me dis que c'est pour aller dans le sens que le Niger n'a pas besoin peut-être de la création d'un autre Sénat à part l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel. Donc c'est ça en fait. Gary Amadou, quelle est votre opinion au sujet de cette déclaration de la coalition de l'opposition nigérienne? Moi, je suis étonné du comportement de l'opposition politique parce que le processus en lui-même est un processus démocratique. Que, en tout cas, le gouvernement se mette une question à l'Assemblée nationale, je ne vois pas en quoi est-ce que ça va être une catastrophe au point où ça nécessite une déclaration de l'opposition. Je trouve que c'est tout à fait normal. Et puis la déclaration de politique générale du gouvernement, ce n'est pas la déclaration de politique générale de l'opposition, c'est le gouvernement. Eh bien, le gouvernement soumet une modification, je ne vois pas en quoi ça dérange. Ils disent que non, c'est un parlement gaudieux. Ah oui, il est gaudieux parce que l'opposition est en minorité, c'est ça? Parce que si l'opposition était en majorité, elle ne serait pas gaudieux en ce moment-là. C'est ça la lecture qu'on veut dire. Donc vraiment, je pense que il ne faut pas que, en tout cas, on se moque de l'intelligence des Nigériens. On voit très bien qu'on tente de donner un caractère antidémocratique à un processus qui, même s'il est arrivé à venir au niveau de l'Assemblée nationale concernant les bases étrangères, eh bien, ce processus-là est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est l'opposition qui fait plainte, en tout cas, sous le mandat d'Issoufou, que le premier accord n'ait pas été soumis à l'Assemblée nationale. Et vous voyez, c'est les mêmes qui reviennent aujourd'hui nous dire que non, pourquoi est-ce que le gouvernement va soumettre cette question à l'Assemblée nationale? Parce que patati patata, ils ont plus de députés que les autres, donc ils savent que ça va être... Mais ça là, c'est irresponsable comme comportement, docteur. Merci Gary Amadou Abachari Arimi. Cette déclaration de l'opposition nigérienne
intervient 24 heures seulement après le départ du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa d'Ibrahim Yacouba. Maimouna Diado l'a rappelé tout de suite, de la coalition pour rejoindre la majorité au pouvoir. Est-ce un coup dur pour l'opposition? Quelles seront les conséquences de ce départ? Bon, écoutez, moi, l'opposition, d'ailleurs, je les félicite pour avoir, je dirais, pour cette sortie. Par rapport à leur déclaration. Par rapport à leur déclaration pour la venue de la force Takuba et Barkhane au Niger, tout ça. Je trouve que c'est de leur ressort. Ils jouent leur rôle. Et il ne faut pas vraiment condamner une opposition pour avoir fait une déclaration et dire qu'ils ne sont pas d'accord de la manière dont les choses sont en train de se passer. Et je pense même que pour une fois, ils ont au moins raison. Parce que on ne peut pas mettre dans la déclaration, dans la politique de déclaration, dans la déclaration de politique générale, la venue d'une force étrangère. C'est un fait exceptionnel, n'est-ce pas? Mais la déclaration de politique générale ce n'est pas un journal. On ne met pas au fur et à mesure tout ce qui arrive. C'est un sujet qui doit être traité à part. Oui, à l'Assemblée, mais à part. Et je pense que c'est ce qu'ils ont demandé. Et ils sont dans leur vraiment véritable droit, je dirais. Maintenant, le départ de Kishinkasa, je ne sais pas, ça se sourcillerait d'abord depuis longtemps. C'est certainement une coïncidence. Oui, ça diminue la force de l'opposition parce que c'est quand même un parti qui a au moins 6 députés qui s'en va. Et déjà, l'opposition n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée, on sait. Ils sont nettement écrasés par la majorité. Et maintenant, la majorité se renforce avec l'arrivée de... Voilà, mais ça fait partie de la vie de tous les jours d'un pays, je dirais, surtout dans notre pays où le nomadisme... Une fois encore de plus, êtes-vous surpris du départ d'Ibrahim Yacouba de l'opposition? Non, moi, je ne suis pas surpris. Même moi, souvent, s'il part, je ne serai pas surpris. Je pense que c'est vraiment possible dans notre pays. Parce que nos politiciens ne travaillent pas en termes de politique vraiment classique. Je suis à gauche, mon parti est à gauche, je reste, quel que soit ce qui arrive à gauche, je suis à droite, le pouvoir est à droite, je serai aussi à droite. Ce n'est pas comme ça. Vous avez vu comment ça se passe en France. Hier, on a assisté au débat des 2 candidats finalistes, n'est-ce pas? Et déjà, dès le premier jour de la proclamation des résultats du premier tour, tout le monde s'est positionné, et pas en fonction du nombre de ministres qu'on va me donner, pas en fonction de combien de gouverneurs on va me donner, mais tout le monde, selon sa prise de position, selon son aile, n'est-ce pas, selon son idéologie, s'est placé. Ce n'est pas comme ça que ça marche ici. Bon, il y en a, on dirait, plein de politiciens qui voient déjà le partage, qui n'ont aucune maîtrise de ces aspects-là classiques de la politique. Donc vraiment, moi, je ne suis pas surpris. Je ne serai pas surpris quand il y aura un gouvernement d'union nationale, qu'il n'y aura pas d'opposition au Niger. Tout ça là, je ne serai pas surpris. Maintenant, qu'est-ce que le MPN Kishinkasa a argué, a avancé pour partir? Ils disent que non, c'est la main tendue du président auquel ils ont répondu. Je crois qu'il y a peut-être certainement un peu plus que ça. Et il paraît que c'est difficile d'être opposant. Nous, on n'a pas fait la politique, on est tranquille dans notre coin, mais je me rends compte que les politiciens nigériens, en dehors du politique, ils ont du mal à vivre. Gary Amadou, est-ce le départ du MPN Kishinkasa de l'opposition pour la majorité au pouvoir est un coup dur pour l'opposition? C'est clair que c'est un coup dur. Vous savez, déjà l'opposition, en tout cas, était vraiment n'était pas très, elle était réduite à certaines expressions parce que vous savez, en tout cas, le gouvernement avait la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Après, je veux dire, comment on appelle ça là? Le régime en place avait la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Maimouna Diado, le départ du MPN Kishinkasa, est-ce un coup dur pour l'opposition nigérienne?
Comme l'a si bien dit mes deux autres confrères, c'est un coup dur pour l'opposition parce que perdre 6 députés, en tout cas pour une opposition qui n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, c'est vraiment un coup dur. Mais il fallait s'attendre au départ de Kishinkasa parce que, comme Armi l'a dit, ça se chuchotait depuis belle lurette et connaissant également l'homme, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que vivre, les politiciens se disent que être au niveau de l'opposition, c'est très difficile. Son parti ou bien votre parti ne peut pas émerger. Il y a des choses, vraiment des calculs qu'ils font. Des calculs de partage ou des calculs de travail? Des calculs de partage. Parce que moi, de positionnement et de partage. Parce que, en fait, les partis politiques, ça me fait, des fois, quand je les regarde, ça me fait aussi rire. Hein. Parce que quand vous êtes en campagne, vous parlez, vous dites tout ce que vous voulez. Vous essayez de rassurer cette population. Mais quand il s'agit d'aller de l'autre côté, comme les gens disent, entre guillemets, la mangeoire, vous oubliez ce peuple, vous oubliez vos électeurs, vous oubliez ces gens qui ont voté pour vous, qui ont cru en vous et qui vous ont permis d'avoir les 6 députés. Vous les oubliez carrément et vous partez de l'autre côté. Bon, c'est une décision aussi du bureau politique. On ne peut pas aller à l'encontre donc d'une décision du bureau politique comme ils l'ont dit. Merci Mme Yado, on observe une courte pause. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir est relatif à la certification du studio Kalangu au Niger. Le studio Kalangu, projet de la Fondation Hirondelle au Niger depuis 2016, a reçu en mars 2022 une certification conformément au standard de la Journalism Trust Initiative JTI. Ce label favorise la production d'informations selon les méthodes professionnelles et les règles d'éthique du journalisme. Dans un communiqué en date du 13 avril 2022, Reporters sans frontières RSF souligne que c'est la première certification d'un média africain à ce titre. Reporters sans frontières félicite le studio Kalangu et espère que de nombreux autres médias suivront et faire la conformité avec la norme JTI. Gare Amadou, le studio Kalangu, un média de la Fondation Hirondelle basé au Niger, est devenu le premier média africain certifié selon le standard de la Journalism Trust Initiative JTI. Quel commentaire cela suscite en vous, Gare Amadou? Oui, quand j'ai vu la certification du Journalism Trust Initiative donnée à Studio Kalangu, j'étais très content. Non seulement en tant que, en tout cas, consultant de la radio Kalangu, la radio et télévision maintenant Kalangu, mais aussi parce que j'ai été témoin pratiquement des premiers pas de Kalangu jusqu'à aujourd'hui. Je crois que ce qui fait que le studio Kalangu a eu cette certification-là, c'est que les responsables de la Fondation Hirondelle ne se sont pas trompés dans le casting, dans le recrutement du personnel. Non seulement les responsables, mais aussi les journalistes. Ils ont su se doter, en tout cas, des journalistes compétents dans toutes les langues, qui savent faire leur travail et qui savent que le respect de l'éthique et de la déontologie et des règles en matière de journalisme sont importantes dans la profession. Et je crois que c'est ça qui a fait la différence. Et aujourd'hui, le studio Kalangu occupe une place de choix dans le paysage médiatique nigérien, avec, en tout cas, des informations crédibles, des informations de développement, des informations qui touchent la population. Dans les zones reculées, les gens arrivent à capter le studio Kalangu à travers les radios partenaires. Donc, c'est sur ce travail-là, ce travail mené par, je dis, tous les responsables qui ont été à la tête non seulement du studio Kalangu, mais aussi de la rédaction du studio Kalangu. Ce sont ces responsables-là qui ont créé tout ce travail-là qui a permis d'avoir ce type-là. Parce que être le premier média africain à avoir un tel prix, moi, j'ai dit chapeau. J'étais à Bamako, j'ai visité le studio Tamani, j'ai vu comment ils travaillent aussi avec sérieux, mais je sais qu'il y a Okapi, je crois, au Congo, il y a aussi d'autres, en tout cas, même ceux que Kalangu, dans d'autres zones du continent, mais qu'on dit que parmi tous ce microcosme de radio, n'est-ce pas, que le studio Kalangu qui vraiment mérite cette certification-là,
moi je tire mon chapeau aux responsables du studio Kalangou. Je tire mon chapeau aux journalistes du studio Kalangou, aux animateurs, aux journalistes, etc., etc. Je dis, continuez sur cette voie-là, continuez sur ce chemin-là, et je crois que vous apporterez encore plus au Niger à travers vos articles, et vous permettrez vraiment au pays de conscientiser sa population dans le cadre de son développement. Gary Amadou, est-ce que vous êtes fier d'avoir contribué à cette certification vous l'avez rappelé que vous êtes consultant? Oui, alors je suis très, très heureux parce que Studio Kalangou, c'est ma radio. C'est mon studio Kalangou. Ça a commencé avec nous et on est heureux qu'après tant d'années, n'est-ce pas, de labeur, de travail assuré des journalistes qui vont sur le terrain, qui vont dans les villages, parfois dans des zones de sécurité pour apporter l'information, des journalistes qui touchent tous les sujets d'actualité, tous les sujets qui touchent à la population, les problèmes, le vécu quotidien des populations. J'ai dit, donc je suis heureux d'avoir participé à ce travail-là, à travers les débats que nous menons. Je suis heureux d'être en tout cas un des artisans qui ont permis à ce que, en relation avec toute l'équipe du studio Kalangou et de la Fondation Rebelle, qu'on puisse avoir cette certification-là. Merci Gary Amadou pour ce témoignage poignant. Maïmouna Diado, pour le rédacteur en chef du studio Kalangou, Alassane Abdou, cette certification est une très grande portée pour Kalangou dans le paysage médiatique du Niger et même pour l'Afrique. Selon vous, comment avancer et consolider davantage les acquis? D'abord, je vous félicite. Je félicite le studio Kalangou, les journalistes, les animateurs pour le travail, en tout cas, que vous êtes en train de faire. Consolider, maintenant, vous avez une certification. Il faut essayer de consolider cette certification en faisant plus que ce que vous êtes en train de faire maintenant. Donc, ça veut dire que tout simplement, redoubler d'efforts. Travailler, comme l'a si bien dit Garé. Vous êtes une radio qui est écoutée, une radio en tout cas d'exception, si je peux le dire, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut s'en passer. Nous avons à peu près environ 52 radios et 7 télévisions. Partenaires. Donc, ça veut dire que personne ne peut s'en passer aujourd'hui des programmes du studio Kalangou, parce que c'est des programmes diversifiés. Donc, c'est des programmes qui touchent la sensibilité, en tout cas, des populations. Parce que vous allez vers ces populations. La population a besoin qu'on raconte ou bien qu'on amène son problème pour qu'ils puissent avoir une solution. Donc, vous êtes en train de le faire. Maintenant, allez-y, faites plus que ce que vous avez fait pour avoir cette certification. Et je vous assure qu'avec nous-mêmes, notre contribution, nos différentes contributions que nous sommes en train de faire, de mener à travers les débats, nous allons essayer d'améliorer les choses avec vous. Et je suis sûre que ça ne sera pas une certification que vous aurez plus qu'une certification après. Et maintenant, ce qu'il faut essayer de dire aux uns aux autres pour que les autres radios puissent prendre un exemple sur vous, mais ça serait un peu difficile parce que c'est les conditions de travail en fait qui ne permettent pas à ces radios-là de décoller. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de radios qui veulent faire comme le studio Kalangou, mais qui n'ont pas la possibilité. Vous, aujourd'hui, le studio Kalangou, vous avez l'équipement, vous avez tout, vous avez des technologies, des équipements de technologie de dernière génération, vous avez des journalistes aguerris, vous avez des animateurs qui connaissent faire le travail. Donc, tout ceci manque au niveau donc, de certaines radios. Donc, allez-y dans ce sens, travaillez et travaillons ensemble pour amener le studio Kalangou très, très, très loin, plus loin que ça. Abakari Arimi, la Journalisme Trust Initiative GTI est une norme professionnelle internationale et qui a pour ambition de modifier les règles de jeu de l'espace digital afin de sortir de la logique de concurrence déloyale entre types de contenu et de favoriser le journalisme de qualité. Qu'est-ce qui reste à faire pour le studio Kalangou selon vous? Merci Mokhtar. Tout d'abord, toutes mes félicitations aux responsables du studio Kalangou et de la Fondation Hirondelle. Et de la Fondation Hirondelle. Mais au-delà, les 52 radios, tous les acteurs, nous tous, vraiment, on est tout de même fiers de ce qui est arrivé. Pour moi, le studio Kalangou, c'est un cas d'école, à mon avis. Non seulement ça a pris un peu la fine fleur des journalistes, en tout cas au moins radio du Niger,
n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui, qui sont venus ici, se sont améliorés et qui sont désormais tous prêts aussi à être reversés même dans les médias nationaux et faire un travail de qualité. Cependant, c'est ce que Mamouna a dit, la question de moyens. Je rappelle aussi que de temps en temps, le studio Kalangu fait des formations aux techniciens, voilà, aux journalistes, aux patrons des médias. Maintenant, comme Maimouna l'a dit, il y a beaucoup de radios, de télévisions qui veulent faire autant. Mais comment s'organiser pour disposer des mêmes ressources ou encore même 5 fois moins, d'autres vraiment feraient aussi quand même des miracles. Ce qui fait que aujourd'hui le studio Kalangu s'arrête ou continue, c'est ce que nous souhaitons vraiment. Aujourd'hui, c'est un cas d'école, il a relevé la barre, n'est-ce pas? Et on voit ce que ça doit être un journalisme normalement, n'est-ce pas? En matière de paiement, en matière de conditions de travail, tout a été amélioré. Ce n'est pas la même chose que ce qui se passe ailleurs dans les autres radios. Et donc, vraiment, c'est de voir vers la radio Kalangu, n'est-ce pas, et de faire peut-être autant. Si mieux est possible, tant mieux. Ce qui reste à faire, vraiment, c'est de continuer à aller vers les autres radios. Toutes 52 radios déjà diffusent la radio. Aujourd'hui, cette télévision. Les télévisions aussi ont quelque chose à voir, que c'est ce débat qu'on fait chaque semaine, qui est repris par cette télévision, mais que chacun aussi, à son niveau, peut essayer de faire. Qu'est-ce qui est mis comme condition de travail à ceux qui participent, à ceux qui réalisent? Tout ça, c'est des choses à savoir. Moi, je pense que ce n'est pas honteux de voir un travail de qualité et de chercher à voir comment ça se fait. Ça, c'est un exemple que la radio-télévision, je dirais, Kalangu, fait de qualité et que les autres doivent aussi voir. Parce que dans tous les cas aujourd'hui, la barre, elle a été mise un peu plus haute que d'habitude. Aujourd'hui, dès qu'on finit ce débat, de l'intérieur, des gens qui nous connaissent vont nous appeler. Ah, nous avons vu ta prestation, tu dois faire ça, c'est très bien. Tout ça pour apprécier ce qu'on a fait. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de médias qui essaient de diffuser et qui ne dépassent même pas le quartier. Donc, c'est vraiment de l'initiative. Vraiment, c'est ça que le travail médiatique, le travail de journaliste veut. Le sens d'initiative, l'esprit d'initiative. Oui, parce que même Kalangu, du début à la fin, aujourd'hui, ça s'est nettement amélioré. Beaucoup de choses ont changé. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Mais il y a un minimum de départ. C'est les moyens pour faire ce travail. Il y a un minimum que toutes les radios et télévisions doivent avoir, d'une manière ou d'une autre, mais qui ne l'ont pas. Donc, vraiment, les responsables de la radio, des radios et télévisions, la balle est dans leur camp. C'est à eux de pouvoir mobiliser le minimum pour faire travailler nos collègues vraiment dans les meilleures des conditions. Gary Amadou, en dehors de la formation aux techniciens, aux journalistes et même aux promoteurs des organes, le studio Kalangu appuie durablement aussi les radios partenaires en termes d'appui technique et matériel. Qu'est-ce qui reste selon vous à faire au studio Kalangu, Gary Amadou? Non, je pense que ce qui reste à faire, c'est vraiment, en tout cas, de toucher d'abord toutes les télévisions nationales. Et maintenant, la possibilité, par exemple, que ce débat-là, par exemple, que nous faisons, certaines émissions, en tout cas qui sont télévisées, puissent être, en tout cas, suivies sur le câble, je veux dire à l'international. C'est-à-dire que les Nigériens qui sont à l'extérieur, qu'ils puissent suivre ce débat-là. C'est vrai que c'est possible parce qu'il y a certaines chaînes de télévision qui sont déjà, en tout cas, sur le câble, qui sont sur le satellite. Mais je pense que au niveau de partenariat avec d'autres télévisions étrangères pour pouvoir diffuser les émissions, je pense que c'est possible. Et il faut déjà encore faire en sorte que toutes les télés nationales et toutes les radios nationales puissent avoir en tout cas un contrat avec le studio Kalangu. Ça permettra d'avoir en tout cas une audience plus large encore et de toucher le maximum de la population. Mamoudou Diado, y a-t-il des imperfections que vous avez constatées et qui méritent d'être résolues? Les imperfections. Tout de suite, là, je pense que Arémi a fait déjà des observations. Des observations. Donc, je pense qu'il n'y a pas assez d'imperfections. Il n'y a pas assez d'imperfections. On dit l'être humain peut commettre des fautes, des choses, mais des erreurs. Mais c'est secondaire, c'est une seconde nature pour nous.
Donc, je vois pas trop, c'est juste que vous encouragez à améliorer dans le travail que vous êtes en train de faire. Abakari Arimi, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Non, que vraiment le site internet peut-être que soit mieux connu, n'est-ce pas, et, suivi, n'est-ce pas, des responsables de Kalangu pour prendre en compte la remarque de Garé. Comme ça, nos concitoyens et même d'autres personnes qui sont intéressées par les médias peuvent suivre tout ce qui se passe sur la radio, sur en fait le studio Kalangu. Aujourd'hui, si vous prenez certaines chaînes ou radios internationales, même tous les journaux, par exemple, de la semaine, vous pouvez encore retourner et suivre. Ça doit être le cas. C'est même le cas. C'est le même cas. Voilà, donc que ça soit mieux connu. Que ça soit mieux connu, parce que ça couvre vraiment beaucoup l'actualité du Niger et ça permet à chacun de se faire ses idées avant de penser vraiment ce qui est rapporté par le téléphone par les citoyens ordinaires, quoi. Donc vraiment pour prendre mieux en charge le travail de qualité abattu par les journalistes, je crois qu'il faut faire connaître nettement le site. Et je crois que ça va changer beaucoup de choses. Merci à vous tous. Nous sommes au terme du forum du studio Kalangu. Merci à nos invités, Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Maïmouna Diado, journaliste indépendante, et Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Merci à la technique, régissant assurée par Mustafa Yuba, et à la réalisation Seini Isaka.